Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale La Minute Agro. Dans les prochaines 13 minutes, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'aquaculture. Découvrir les opportunités, les défis et les perspectives d'avenir de cette industrie en plein essor. Que vous soyez éleveur expérimenté ou simple curieux, nous avons préparé un programme informatif et captivant pour vous. Chers téléspectateurs et passionnés de l'aquaculture, c'est ici que tout commence. Nous sommes en compagnie de M. Abdel Tamouafo, expert en élevage et en pisciculture. M. Abdel est promoteur de l'Institut Jardin d'Afrique et nous ouvre les portes de sa ferme aujourd'hui dans le cadre de notre émission La Minute Agro, centrée sur le domaine de l'aquaculture. M. Abdel, bonjour. Merci beaucoup, bonjour et bienvenue dans notre site d'application de l'ORCOM Douala. Merci. Quels sont les avantages de la pisciculture par rapport à la pêche traditionnelle? Bon, déjà, l'avantage de la pisciculture, c'est qu'il permet de répondre de façon directe aux besoins locaux. Vous allez voir, lorsque peut-être il pleut ou lorsqu'il y a marée haute, c'est difficile de pratiquer la pêche. Et là, on se retrouve avec un besoin qui ne cesse de croître. Par contre, avec la pisciculture, vous pouvez définir à l'avance quelle est la quantité de poissons que vous voulez produire pour répondre à un certain besoin. Donc l'avantage avec la pisciculture, contrairement à la pêche, c'est qu'il permet de répondre de façon précise aux besoins locaux. Comment choisissez-vous vos poissons à élever en fonction des conditions environnementales? Bon, déjà, lorsqu'il s'agit de choisir les poissons en fonction des conditions environnementales, on doit tenir compte d'abord sur l'orientation de son activité. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Parce qu'en pisciculture, il y a deux façons de faire la pisciculture. Soit vous faites dans l'engraissement, soit vous faites dans la reproduction. Donc, l'un des facteurs qu'il faut surfer dessus, c'est d'abord les moyens financiers. De deux, c'est le choix du site. Parce qu'on ne fait pas la pisciculture dans les zones marécageuses, contrairement à ce qui nous est enseigné dans nos écoles. On ne fait pas parce que dans les zones marécageuses, par exemple, avec les pluies, il y a inondation et on perd la production. Donc, le facteur clé, déjà, il y a les moyens financiers, il y a le choix du site, il y a aussi le bassin de production. Donc, ce sont des conditions sur lesquelles il faut surfer pour réussir un projet piscicole à échelle industrielle. Expliquez-nous brièvement le processus de production et de reproduction en pisciculture. En ce qui concerne le processus de production ou de reproduction en pisciculture, comme je disais tantôt, tout dépend des moyens. Et quand on va parler par exemple des tilapias, le processus est totalement différent des cellules. Pour les cellules, par contre, il faut déjà réussir le choix du site. Lorsque vous avez réussi le choix du site, il faut réussir le bassin de production parce que vous savez qu'en fonction des zones de production, on peut avoir des résultats plus meilleurs que les autres. Donc maintenant, il faut jouer aussi sur la qualité. Si vous décidez de faire par exemple l'engraissement, sur la souche de poissons que vous obtenez comme alevins. Les alevins sont des bébés poissons. Donc il faut déjà choisir des souches de qualité. Une fois que vous avez choisi des souches de qualité, ça vous permet maintenant d'avoir une certaine avance sur les autres. Donc maintenant, il y a aussi la qualité des bacs. Il y a aussi maintenant le contrôle. Je m'attarde sur les poissons tilapia parce que beaucoup disent que c'est impossible d'élever les poissons tilapia en bac hors sol. Pourtant, c'est faux. Donc les poissons tilapia demandent un peu plus de rigueur. Vous allez voir ici, nous avons un oxymètre. Ça, c'est un oxymètre qui nous permet d'évaluer la quantité de dioxygène présent dans l'eau. Et avec les résultats que ça nous présente, on peut donc amender, soit réduire cette quantité de dioxygène, soit d'augmenter. Donc voilà un peu le processus. Maintenant, ici dans ce bac, par exemple, les poissons tilapia sont des poissons omnivores, mais qui ont un sens un peu plus poussé en termes culinaires vers les herbes ou les phytoplanctons. Donc nous faisons donc cette culture dans ce bac, ce qui nous permet que lorsqu'il fait soleil, avec la photosynthèse, on a plus d'oxygène et on économise donc en oxygène, c'est-à-dire en énergie. Par contre, avec les poissons cellulaires, ce sont des poissons qu'il faut contrôler la qualité de l'eau. Il faut renouveler l'eau le maximum possible, de préférence une fois par jour et à 100%. Par contre, avec les tilapias, il faut renouveler à 50%. Parce que si vous changez brutalement les paramètres de l'eau, vous pouvez perdre des poissons. Donc, ça va induire un certain stress et
et par-dessus tout des mortalités massives. Quand il s'agit de la reproduction, il faut aussi tenir compte du choix des reproducteurs. Parce qu'un mauvais reproducteur est une mauvaise descendance qui doit suivre. Donc il faut choisir des bons reproducteurs. Mais l'avantage avec les poissons tilapia, c'est qu'ils se reproduisent eux-mêmes dans des bacs. Si vous réunissez toutes les conditions, ils vont se reproduire. Par contre, avec les silures, il faut passer par l'insémination artificielle. Les poissons silures ne se reproduisent pas en captivité. Donc, et il faut ajouter que l'aliment doit être de qualité. Il ne faut pas un aliment qui est moisi. Et il faut un aliment qui répond à un besoin nutritif chez les poissons. Permettez-moi, Monsieur Abdel, d'ajouter quand vous parlez de nutrition des poissons. Quels sont les différents aliments que vous utilisez pour assurer la croissance optimale de ces poissons? En ce qui concerne les aliments, il faut rappeler que nous faisons une alternance entre l'aliment importé et l'aliment qui est produit localement. Parce que l'aliment importé a cet avantage qu'il résout de façon précise aux besoins nutritifs de base chez les poissons. Et nous faisons aussi de l'aliment local qui est produit à travers les acicots que nous produisons aussi. Et ces acicots nous permettent de recycler nos déchets de ferme et d'avoir à la fin des poissons de qualité à bas coût. Mais aussi, pour les poissons tilapia, nous avons aussi un autre aliment que nous produisons naturellement dans le bassin grâce aux hormones de synthèse ou encore aux probiotiques. Vous allez remarquer que cette eau a une couleur verdâtre. Ça signifie que nous produisons dans ce bac des phytoplanctons et des zooplanctons qui sont aussi des sources d'aliments ou des sources de protéines pour nos poissons qui nous permet à la fin d'économiser 25% de l'aliment. Quels sont les principaux facteurs à prendre en compte pour la construction et l'entretien d'un bassin en pisciculture? Bon, déjà les facteurs à prendre en compte pour l'entretien des poissons en bac en piscicole, comme je disais déjà, il y a l'eau. Il faut beaucoup jouer sur la qualité de l'eau. Parce que si l'eau n'est pas d'une certaine qualité, vous allez perdre les poissons. À rappeler que l'eau, c'est leur milieu de vie. Donc il est vraiment important de travailler sur la qualité de l'eau. Maintenant, en plus de ça, il faut aussi le facteur énergie. Vous devez vous rassurer que l'énergie ne manque pas dans votre ferme. Parce que l'énergie permet de renouveler l'eau, de pomper l'eau et renouveler l'eau. L'énergie permet aussi de faire fonctionner les aérateurs ou les oxygénateurs lorsqu'on coupe l'électricité. Donc maintenant, il y a aussi la qualité des bacs. Il faut une certaine orientation en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et la sortie d'eau. Donc maintenant aussi, il y a aussi la ressource humaine. Il faut un personnel déjà conscient des enjeux. Il faut aussi un personnel formé. Il faut un personnel discipliné. Donc voilà des facteurs qu'on doit prendre en compte pour le bon fonctionnement d'un bac piscicole. Quelles sont les difficultés auxquelles les pisciculteurs sont confrontés? La première difficulté que les pisciculteurs sont confrontés, c'est l'aliment. Vous savez, avec l'inflation des prix sur le marché, l'aliment ne cesse de croître. Et ça, c'est une difficulté. Ça fait en sorte que si vous ne jouez pas sur un suivi pointueux pour avoir une perte de moins de 5%, ou encore une mortalité de moins de 5%, ce sera difficile pour vous de vous en sortir. Donc ça, c'est la première difficulté. Maintenant, la deuxième difficulté, on a la ressource humaine. Vous savez, c'est l'un des facteurs parce que nous sommes dans un domaine où le résultat est plus lié à la personne qui suit au quotidien. Si cette personne n'est pas formée, c'est un problème. Si cette personne ne croit pas en ce projet, si cette personne n'est pas disciplinée. Donc, voilà les deux problèmes que nous rencontrons le plus. Quelles sont les perspectives d'avenir pour assurer le développement de la pisciculture, notamment dans la région du littoral? Bon, les perspectives, c'est d'entraîner le maximum de personnes à s'intéresser à la pisciculture. Parce qu'il faut un comportement d'ensemble pour changer les lignes dans un certain domaine. Vous savez, aujourd'hui, le secteur piscicole est l'un des secteurs qui est encore vierge au Cameroun. Et la pisciculture a cet avantage que les poissons n'ont pas de peste. Vous n'allez pas comprendre des pestes des poissons ou des grippes aviaires des poissons ou bien des grippes de poissons, etc. ou des fièvres de poissons. Donc la pisciculture est portée et notre gouvernement dépense beaucoup de milliards pour subventionner le poisson. Or, il y a un besoin vraiment croissant. Donc nous avec nos initiatives, avec nos formations, nous comptons amener beaucoup de personnes à se lancer dans la pisciculture, à produire aussi massivement, à produire plus pour pouvoir satisfaire aux besoins locaux et afin de contraindre par un rapport de force au gouvernement à mettre fin à l'importation de poissons.
Monsieur, moi qui ne suis pas expert en pisciculture, est-il possible pour moi de pêcher ou bien ces poissons n'auront pas la présence d'esprit que ce n'est pas peut-être un savant ou un expert qui est en train de les pêcher? Non, tout le monde peut pêcher, tout le monde peut pêcher. On peut simuler là et vous allez voir, il suffit de lancer un peu d'aliments là, ils vont venir et on va les pêcher. Une fois veut l'habitude. En tant que promoteur de l'Institut Jardin d'Afrique, pourriez-vous nous présenter brièvement en quelques lignes l'institut en elle-même? Bon, je tiens d'abord à rappeler que l'Institut Jardin d'Afrique découle de l'entreprise agricole Jardin d'Afrique, une entreprise où nous faisons la production animale et la production végétale. Dans la production animale, on a les porcs, on a les poissons, on a les poulets et les asticots et bien d'autres. Dans la production végétale, nous avons les avocats, les pommes de terre, les cultures maraîchères. Donc maintenant, l'Institut Jardin d'Afrique, c'est cette école supérieure qui vise à donner aux jeunes le savoir-faire. Parce que nos écoles, pour la majorité des cas, donnent aux jeunes des diplômes. À la fin de leur formation, très peu sont capables de résoudre un problème de société. Donc, chez nous, c'est le comment lier la compétence à la connaissance. Avoir les diplômes, c'est bien, mais tu es capable de faire quoi? Donc, chez nous, nous apprenons aux enfants à produire le poisson, à reproduire les poissons, production naturelle chez les tilapias ou insémination artificielle chez les cellules, comment faire le chauffage des poulets, comment élever les porcs de façon pratique, comment faire la culture des pommes de terre, comment faire la culture des bananes plantains, de façon à ce qu'au soir de sa formation, un enfant puisse s'auto-employer. Nous vous remercions, M. Abdel, pour cette chaleureuse accueil dans votre ferme et de nous avoir édifié sur ce domaine qui est de la pisciculture et de nous avoir présenté ces différents poissons qui sont les silures et le tilapia, tout en espérant que nos chers téléspectateurs pourront en savoir plus sur ce domaine qui est en plein essor. D'accord, moi aussi je vous remercie pour la visibilité que vous donnez à nos efforts et aussi à nos entreprises, en espérant qu'on se reverra très souvent. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro, tout en espérant que vous avez appris davantage sur cette industrie en constante évolution. Retrouvons-nous très bientôt pour un prochain numéro de la Minute Agro.